c'est une initiative à louer, une initiative effectivement qui permet à la jeunesse de pouvoir se prendre en main et de pouvoir faire montre de leur capacité à créer de la valeur. On peut naître petit et devenir grand tout simplement. Ils étaient 17 au début de l'aventure. Issus de divers secteurs d'activité, tous avaient le même rêve, devenir Jeunes Mensa et obtenir un financement de 100 millions de francs CFA. Mais nous n'avons qu'un seul trône. Au fil des épreuves, les moins compétitifs ont été éliminés. Il ne reste plus que 6 entrepreneurs en compétition. La semaine dernière, il n'y a pas eu d'élimination. Mais ce soir, la compétition reprend de plus belle. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Jeunes Mensa saison 2. Mais avant de les faire passer une dernière fois devant le jury, nous avons offert à nos 6 demi-finalistes des immersions dans différentes entreprises afin qu'ils s'imprègnent de l'expérience de chefs d'entreprise aguerris. Ils ont été divisés en 2 groupes. Le premier groupe a fait son voyage d'immersion à l'usine Amar à Indicro. Suivons-les et apprenons tous. Et j'ai à peu près 19 ans de carrière dans le secteur bancaire. Donc après cette carrière dans la banque, j'ai décidé de... je suis à l'étranger en fait, donc j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire et de me consacrer à des projets personnels en fait. Voilà. Donc l'un de ces projets personnels est lié à cette création d'entreprise là, qui est orientée dans l'industrie en fait, en l'occurrence dans l'eau. Il y a été grand écart par rapport à ce que j'ai eu à faire par le passé. Et nous avons donc acheté une usine existante, d'accord, qui était en phase de développement. Donc on cherchait quelque chose qui avait déjà un ancrage dans le tissu économique ivoirien. Et donc, à ce stade, nous sommes en train de l'emmener vers une phase de croissance. J'ai rencontré les candidats de Jeunes Mensa, en fait, qui m'ont vraiment impressionné par leur dynamisme, leur volonté de vouloir mener à bien leurs différents projets. Ils ont été très pertinents, effectivement, dans leurs questions, très précis. Cela témoigne, effectivement, de la bonne sélection qui a été faite par Mensa, de vouloir effectivement mettre en avant la jeunesse africaine, mais aussi les accompagner dans les différents projets qu'ils souhaitent développer. Est-ce que le fait que vous avez beaucoup travaillé dans le secteur de la banque a favorisé le développement de votre business, les fonds pour démarrer ou... Non, pas forcément. Je pense que la banque, moi, m'a permis de formater mon esprit. Pas forcément dans l'accompagnement bancaire, mais surtout formater mon esprit dans ce que je veux faire et comment est-ce que je veux le faire. Tout à l'heure, je parlais d'un élément qui est très important, qui est la proactivité en fait. Et ça, c'est la banque qui m'a appris cela en fait. On espère vous emboîter le pas en matière de succès par rapport à ce que vous faites et on aimerait aussi vous avoir comme mentor par rapport à nos difficultés. Bon, nice. Il a bien noté aussi les machines. Alors en tout cas, merci beaucoup d'être venu. J'ai été très honoré de vous recevoir à l'usine. Cher nouveau mentor, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes entrepreneurs? Le conseil que je pourrais donner aux jeunes entrepreneurs, c'est d'abord le travail.
Je pense que c'est une qualité qui permet effectivement de pouvoir mieux se structurer, de pouvoir acquérir une certaine rigueur dans ce que l'on fait et être en mesure effectivement de pouvoir réaliser ces projets tels que décrits. Par le travail, effectivement, on arrive à surmonter un certain nombre d'obstacles qui nous permettent effectivement d'avancer dans ce que nous souhaitons faire. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est l'humilité. L'humilité, elle est sous plusieurs formes, mais surtout l'humilité comportementale, l'humilité intellectuelle. Cela nous permet effectivement d'apprendre de nos erreurs, d'apprendre des autres, et cela nous aide effectivement à mieux nous restructurer, à mieux réorienter notre état d'esprit et donc être en mesure de tirer profit des conseils que nous pourrons obtenir des autres et avancer dans ce que nous souhaitons faire et toujours aller vers ce que j'appelle... Et vous, cher Mansa, qu'avez-vous appris? Qui est très important en fait. Donc je dirais que j'ai quand même été assez impressionné par ce qu'on a pu voir. C'est toujours un plaisir de rencontrer des aînés en tant que jeunes entrepreneurs, des gens qui nous ont dévancés et qui réalisent déjà de grandes choses. C'est motivateur. Et on a reçu des conseils d'experts qui va nous permettre d'affiner nos projets et puis améliorer aussi notre gestion. Parce que celui que nous avons rencontré, c'est un ancien banquier, donc il nous a donné de très bons conseils en termes de gestion également. Et je pense qu'on va maintenir le contact pour continuer à bénéficier de son mentoring. Alors ce que je retiens, c'est que c'est la structuration. La structuration du projet qui conduit directement, on va dire sûrement, vers le financement. Sans une bonne structuration, vous ne pouvez accéder au financement. Ça m'a appris beaucoup de choses. On a fait beaucoup de théories, on a appris beaucoup de choses. C'était vraiment intéressant. Mais de toucher du doigt une entreprise qui a déjà du succès, qui a déjà en place une structure et une certaine chaîne de production avec ses machines et tout, et discuter avec le propriétaire qui nous a donné de très bons conseils. Et il nous a aussi offert d'être un mentor, et je pense qu'on a non seulement acquis beaucoup de connaissances à travers cette visite-là, mais aussi ça nous a permis d'avoir un contact qu'on pourra utiliser à bon escient dans le futur. Voilà qui est bien dit. Ce fut une visite constructive. Mais au fait, où est le deuxième groupe? Ah, il est là! Les membres du groupe vêtus de blouse sont en visite dans une usine de transformation de noix de cajou. Je sens qu'on va encore beaucoup apprendre avec notre hôte. La directrice générale de Silagay Cajou, nous sommes une unité de transformation de noix de cajou. Donc on achète la noix brute auprès des coopératives et des paysans et ensuite on fait un processus de transformation pour nous permettre d'exporter l'amande blanche, donc un produit fini, vers différentes destinations dans les Amériques, donc Canada, États-Unis. On a quelques clients en Europe, la France, la Grande-Bretagne, la Hollande. On a des clients en Espagne, en Italie et en Asie, donc Japon plus particulièrement. On a aussi Moyen-Orient, Dubaï et tout ça. Et on a quand même quelques clients aussi en Afrique du Nord avec le Maroc et l'Égypte, un peu de Tunisie également. On a environ 450 employés qui sont divisés sur 2 sites. Nous avons été reçus par la directrice générale qui nous a fait la sympathie de nous présenter sa société et qui nous a présenté aussi son activité. C'est une dame passionnée. C'est que moi, à la sortie de cette expérience d'immersion dans cette entreprise-là, c'est comme si j'ai vécu ce que l'entreprise a vécu tout le temps, que la dame a eu le temps de nous expliquer vraiment chaque opération après opération, chaque chose s'est passée, l'historique de la boîte, ce qu'il y a eu, comment ils ont résisté à la faillite, comment ils ont fait des transformations, des restaurations, des restructurations aussi. Donc après,
c'est toujours important de s'inspirer de l'expérience des modèles réussis de dévanciers. 96% du mécanisme est fait par les machines. On a un tout petit peu de femmes que vous voyez dispersées un peu partout qui vont faire ce qu'on appelle les recyclages parce que ce n'est pas 100% en first pass. Donc elles vont nous faire ce qu'on appelle les filles, elles vont nous faire ce qu'on appelle les fouilles aussi pour voir s'il n'y a pas peut-être des choses que la machine pourrait manquer. En général, au début, ils étaient un peu, je pense, timides. Il y a un même qui m'a dit qu'il était surpris de voir que c'était une femme qu'ils allaient rencontrer. Mais après, ils ont vite compris qu'il n'y a pas de genre. Très bien dit. La valeur n'a ni genre ni âge. Et ils ont vite adhéré, ils ont vite compris. Je pense avoir réussi à leur transmettre ma passion pour ce que je fais et ma passion pour l'entrepreneuriat, ma passion pour le développement de l'industrie dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et ils ont tout de suite compris et fini par me poser plein de questions, s'intéresser. On est parti même tout de suite sur des possibilités de partenariat, comment est-ce qu'on pouvait connecter nos business pour se créer des opportunités. Donc je pense qu'il y a eu l'appréhension au départ et puis après ils se sont mis dans leur peau d'entrepreneur. Donc ici on est dans la section du séchage. Donc une fois que le décortiquage du produit a été fait, on va passer à l'étape du séchage. Là, les paramètres de cuisson vont être définis en fonction du taux d'humidité d'entrée du produit. Je me suis senti dans mon élément. Hein. Il y avait la fierté qui était là, l'enthousiasme et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et de vraiment réaliser ce à quoi je dois m'attendre. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est réparer une machine. Ça encore, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Mais s'il y a un problème, même les bruits, souvent c'est moi qui les alerte. Mais écoutez, vous n'entendez pas le bruit de la machine, là, il y a un problème. Non, madame, je dis si, va écouter. Il y a effectivement, madame, c'est vrai, il y a une fuite d'air. Parce que je me suis intéressée. Donc je sais quel bruit les machines doivent faire. La motivation qu'elle avait, l'ambition qu'elle avait, elle a utilisé ça pour construire derrière l'entreprise qu'elle a. Vous voyez, des milliards investis dans une affaire qui semble ne pas prendre, qui semble ne pas démarrer, c'est quand même beaucoup de frustration pour ceux qui ont mis leur argent, pour ceux qui travaillent dans le système, parce qu'une entreprise, quand ça ne bouge pas, c'est en même temps les investisseurs, les bailleurs, les financiers qui ont mis de leur argent dedans, et ceux qui travaillent dans l'entreprise qui se sentent mal à l'aise. Donc elle a pris sur elle l'engagement, sa motivation, ses ambitions lui ont donné la force et la capacité de résister on va dire, à la faillite de cette entreprise et de la remettre là où c'est arrivé aujourd'hui. Plus de 400 employés, construits sur plus de 10 000 mètres carrés. Et puis vous avez vu le nombre de machines qu'on a vues là-bas. Elle maîtrise toute la filière, toute la chaîne du début à la fin. Chaque machine, elle a expliqué ce que fait la machine. C'est vraiment, elle est géniale comme directrice. Elle est géniale. Et quand c'est comme ça ne peut que marcher. Et ce sont des expériences que nous, on aime en fait. Parce que nous aussi, nous sommes ambitieux, nous sommes motivés. Et puis nous avons un objectif, faire rayonner le domaine d'activité qu'on veut faire. Donc on pense que aller voir ce type de réussite-là, aller voir ce modèle de réussite en business, c'est important pour un jeune entrepreneur comme nous. Ça me fait plaisir de partager mon expérience et ça me fait aussi plaisir de savoir qu'ils peut-être, de par les conseils que je leur ai donnés ou par les anecdotes que j'ai pu leur raconter, sur leur parcours, ils éviteront quelques embûches. C'est sur ce message plein de sagesse que prennent fin les immersions. Chers prétendants au trône du jeune Mansa, j'espère que vous avez pris un bon bol d'air frais et une bonne tasse de motivation. Parce que le moment tant attendu est arrivé. Place à la séance de pitch final. Les candidats ont eu l'opportunité. Ce sont donc les pitchs finaux de cette saison. Nos membres du jury sont déjà sur place. Mais attendez, il manque Linda ? Oh, ces pics vont me manquer. Mais on sait compter sur l'exigence de Charles Kié et de Naboufal. Et même production, ils ont eu l'opportunité, par ailleurs, de rencontrer des business angels, donc des personnes qui sont prêtes à les financer en tant qu'investisseurs. Ils ont enfin eu l'occasion de finaliser leur projet en tenant compte de toutes les remarques, de toutes les contributions, de toutes les formations qu'ils ont reçues et surtout de tous les conseils
qui ont pu leur être prodigués. Ils arrivent donc à ce stade-ci, à la fin du processus, à l'issue duquel, naturellement, les finalistes qui seront retenus donc, seront présentés à la banque qui, elle, décidera du ou des projets qu'elle souhaite récompenser. Nous allons donc aujourd'hui avoir l'opportunité de passer en revue avec les candidats leur pitch final, leur présentation finale, qui est l'inclusion de l'ensemble de ces éléments-là qu'ils ont pu accumuler au cours de tout le processus. Le premier candidat à présenter son pitch final, c'est notre Diakité, a.k.a. Mr. Cacao. Bonne chance, l'ami. L'étude sectorielle par le décret numéro 2012 qui dit que chaque transformateur ou exportateur de cacao doit avoir une caution de 50 millions au Conseil Café Cacao. Donc nous avons ces cautions-là au niveau du Conseil qui a permis aujourd'hui qu'on soit transformateur. Et les fèves sont disponibles sur toute l'année. Il y a 2 grandes saisons. Donc, présentation de l'entreprise. Diakité Cocoa est une entreprise de transformation du cacao, de matières premières en produits semi-finis, pâtes, beurre et tout autre de cacao destiné aux industries chocolatées, pharmaceutiques et cosmétiques. Je suis moi-même le promoteur Diakité Alassane, né le 13 6e mois 92 à Divo. Waouh! Je lui donnais plus! Célibataire, 2 enfants. Et j'ai un bac plus 3 en management stratégique, leadership à HECC Abidjan. Et je suis aussi président du conseil d'administration du UNTC-CCI, associé aussi de Diakité Voyage, qui est une structure qui organise les voyages en Côte d'Ivoire pour visiter les plantations et autres, pour faire la promotion des cultures en Côte d'Ivoire. Et aussi directeur du SOAGT, Société africaine de grands travaux. Le plan d'investissement est de 145 millions. Le montant d'investissement est de 145 millions 380 000 francs. Donc la matière première est mise à disposition par les coopératives avec paiement après transformation et recouvrement des ventes. Ici, nous avons les prévisions commerciales. Et les prix de vente en moyenne, le beurre est vendu à 1836 francs minimum et la poudre est vendue à 590 francs minimum. Donc c'est nous qui nous donnons un chiffre d'affaires de beurre de 12 milliards, un chiffre d'affaires de touto de 7 milliards. Donc la première année, on a un chiffre d'affaires de 19 milliards en 2023. On a l'hypothèse prévisionnelle d'achat. La matière première est composée de petites fèves de grabo et de brisure de cacao et de cacao hors norme. Donc c'est selon la commande du client, nous faisons des mélanges en fonction des différents types de produits pour avoir la qualité que les clients demandent. Donc ici, les ressources humaines, nous allons employer 50 employés de plus, donc il y aura 36 ouvriers et 14 techniciens de niveau Bac plus 2. Aujourd'hui, vous en avez combien déjà? Nous avons plus de 62 actuellement. Donc nous allons prendre encore 50 autres personnes actuellement si on a pu augmenter la capacité de production. Donc ce qui nous donne une masse salariale de 92 millions en 2023 et en 2027 à 112 millions. Et puis on aura un taux de rentabilité interne de 2936%. C'est la première fois que je vois un TRI aussi élevé. Tout simplement parce que... Vous avez pris quelle période? 2023-2027, c'est ça? Oui, de 2023 à 2027. Sur 5 ans. Expliquez-moi ça. Ah, nous-mêmes, on veut comprendre, hein, parce que c'est énorme. Et de 100 millions. Et nous allons faire un chiffre d'affaires première année de 19 milliards. Tout simplement parce que nous avons déjà des équipements qui existent. Parce que la première étape, c'est le nettoyage. Notre capacité de nettoyage fait 10 tonnes l'heure. Donc les équipements qui arrivent, on n'est pas obligé d'acheter un équipement qui est excessif, un coût excessif. On a juste besoin de la presse SPE qui va permettre juste de presser, puisque la ligne de nettoyage a une très grande capacité. Donc vous verrez que quand on va avoir les presses SPE, on va transformer en quantité. Donc la quantité va augmenter et c'est ce qui va permettre au chiffre d'affaires d'augmenter, puisque on a déjà les lettres d'intention d'achat sur toute la période. Comme je le disais au début, c'est-à-dire qu'avant même la campagne, les contrats sont déjà signés dans le mois d'août-septembre.
toute la production est vendue en avance, avant même de commencer les productions. Donc c'est ce qui fait que c'est ce qui montre ce chiffre-là, qui est vraiment exponentiel. C'est-à-dire que le coût d'investissement est minime par rapport au chiffre d'affaires. Tout simplement parce qu'on maîtrise notre activité. Quel est le taux d'actualisation que vous avez utilisé? Bon, ça, comme j'ai eu à travailler avec... Oups, à voir sa tête, je sens qu'il n'a pas la réponse. Ils ne vous ont pas donné les détails. Bon, les détails sont dans le... Comment on appelle ça? C'est pour ça qu'il faut faire toujours très attention quand on monte des chiffres comme ça. Hein? Mais bon, c'est pas grave, vous pouvez continuer. Diakité Courageux se construit une image de marque au point de bénéficier de la confiance totale de ses clients et de se trouver dans l'incapacité de satisfaire les demandes actuellement. Donc c'est ce qui nous oblige aujourd'hui à augmenter notre capacité de production pour ne pas disparaître sur le marché. Ce sont des clients avec qui déjà on travaille. L'étape de la présentation est achevée. Maintenant, Diakité doit encore répondre aux questions des jurés. Vous avez le stock de matières premières. Les matières premières viennent des producteurs, comme vous êtes président de l'UNCC. Je voudrais savoir quel est le délai. Vous dites, dès que vous vendez, ce délai, il est de combien en termes de mois ou jours de paiement? Bon, généralement, plus qu'actuellement, c'est un cycle. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons des produits même actuellement en stock dans les entrepôts à Tallinn actuellement. C'est-à-dire que même si un fournisseur nous livre, je dis n'importe quoi, 10 tonnes aujourd'hui, peut-être si, par exemple, demain même, quand on vend là-bas, qu'on a l'argent à le payer, automatiquement, quand on reçoit le paiement, lui, on le libère. Mais lui, on le libère, est-ce qu'il y a un délai quand même qui est prévu? Bon, généralement, on donne maximum une semaine. Combien? Une semaine maximum qu'on donne aux fournisseurs. D'accord, donc vous les payez sur une semaine? Sur une semaine maximum, mais généralement... Une semaine après paiement ou une semaine après réception du stock? Une semaine après réception, c'est-à-dire que quand on reçoit les produits, il y a un connaissement retour qu'on donne. D'accord, ok. Voilà, donc on leur donne rendez-vous dans une semaine. Généralement, quand on reçoit les paiements avant une semaine, la comptabilité les appelle et on fait les versements sur les comptes. D'accord, donc ce n'est pas une longue attente en fait? Non, non, non. D'accord. C'est une semaine maximum. D'accord, ok. Moi j'aurais peut-être une question, c'est par rapport aux produits finis, le Diakin. Quelle est votre stratégie, puisque c'est un autre segment de marché? Vous êtes sur un marché qui est plutôt corporate, c'est-à-dire vous vendez à des entreprises. Non, maintenant, sur le Diakin, c'est un produit de grande consommation. Comment est-ce que vous comptez développer votre marque par rapport à ça? Diakin Chocolat, aujourd'hui, l'objectif, c'est de promouvoir la consommation locale. C'est de promouvoir la consommation locale. Aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple sur le café. Le café est beaucoup consommé en Côte d'Ivoire aujourd'hui. J'avoue, j'aime beaucoup le café. Il y a beaucoup de torréfacteurs de café aujourd'hui. Donc, Diakin Chocolat, c'est juste une petite tablette carrée comme ça. Donc, qui va accompagner le café que les gens de la gare, les chauffeurs de Baka et les apprentis boivent. Donc quand ils vont s'habituer à consommer ça, c'est pour permettre à demain, à tout ce qu'on va mettre en place demain, puisqu'on ne va pas éternellement compter sur l'Europe. Il faut que de manière locale, mais que ce soit en Côte d'Ivoire, même au Sénégal, on compte expandre Diakin Chocolat, même au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, le café est beaucoup consommé. Il y a Café Touba par exemple. Oui, le Café Touba. L'année, en 2019, on a vendu plus de 2000 tonnes de café au Sénégal. Et donc, pour dire que c'est de faire la promotion de la consommation locale, c'est-à-dire que Côte d'Ivoire et Afrique, pour que tout ce qu'on va faire dans l'avenir, on puisse distribuer ça en Afrique, pour qu'on soit dépendant des Occidentaux. Créer une marque africaine, en fait. C'est ça. Merci. En tant que jeune Africain et jeune Mansa. En voilà un qui se croit déjà sur le trône du jeune Mansa. Merci beaucoup. J'ai aimé sa conclusion. Cher couple de jury, débriefons à présent. En ce qui le concerne, c'est quand même que on voit bien l'évolution étape après étape. Tout à fait. Je dirais dans la structuration de son projet. Mais même dans l'assurance. Okay. Et ça, il faut le lui reconnaître. Diakité a marqué des points. Mais qui est le prochain candidat? Ah, c'est Monsieur Inguessan, a.k.a. Ananasman, et son look est dans le thème. Quelle chemise! C'est un trophée. Je l'ai reçu de la part d'une association de producteurs qui m'ont fait ambassadeur des ananas. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de porter ça pour rendre hommage. Monsieur l'ambassadeur, voilà. Arrêtez de stresser et présentez. J'espère que durant tout mon passage devant vous, j'ai pu capter au moins un tiers de votre compréhension. Vous avez 5 minutes. La gardienne du temps est là. Tout de suite, allez-y. Merci. Alors, le problème de l'environnement n'est pas une personne. Tout le monde en est conscient. Et chaque fois que les humains se sont réunis pour parler de l'environnement, tout de suite, on se joue aux victimes, d'où on ne voit pas qui est coupable
mais on sait qui est la victime. Nous-mêmes, nous sommes victimes de notre action sur l'environnement. Alors nous avons cherché, nous avons essayé de trouver des solutions et que nous avons vu que les animaux vivent mieux, nous-mêmes permettent de vivre mieux lorsqu'ils sont vivants. C'est un animal qu'on trouve en Côte d'Ivoire? Pas vraiment. Je ne peux pas confirmer, mais c'est une manière de dire que vivant avec nos... Ça a l'air anodin, mais la prochaine fois, prenez un animal qui existe dans le pays. D'accord. Okay. Le diable se cache dans les détails. Bien noté, on continue. Après avoir été victime du changement climatique, déscolarisation par-ci, et après avoir vu le taux de pauvreté qui existait dans notre famille déjà, j'ai décidé de me lancer dans la conquête de trouver le problème qui nous a sortis de là. Et dans nos recherches, nous sommes tombés sur des rapports du Fonds mondial pour la nature qui estiment que 60% des animaux ont disparu de la Terre. La Côte d'Ivoire, qui dispose plus de 150 000 hectares de champs d'ananas, qui après vieillissement, ces planteurs-là se contentent seulement de dégager afin de refaire le champ, alors que les feuilles d'ananas peuvent mettre 6 mois, voire 1 an avant que ces feuilles se détériorent. Et la Côte d'Ivoire, selon le journal officiel, la Côte d'Ivoire produit plus de 17 millions de tonnes de déchets chaque année. Et nous avons vu tout ça, nous avons décidé de chercher dans ce sens et de trouver une solution. Et cette solution que nous avons trouvée, nous avons décidé de collecter tout ce qui est feuilles d'ananas, de les transformer, d'abord de les décaper. Sur l'image, vous voyez un peu le processus de transformation. Nous allons les extraire, les décaper, les rendre blancs, les sécher, puis passer à la phase industrielle pour la transformation. Alors ce produit-là, le cuir, il peut être utilisé pour faire des chaussures, des sièges de véhicules, des sacs et tout ce que le cuir des animaux peut faire. Pour faire connaître notre projet, nous allons nous baser d'abord sur le produit en quantité, conserver le prix, distribuer vraiment sans intermédiaire, faire connaître le produit à travers des salons et des expositions. Et l'objectif, c'est d'être leader dans la distribution de cuir auprès des grandes marques. Au niveau des finances, nous avons essayé d'évaluer nos charges par rapport à nos profits. Au niveau de nos charges aujourd'hui, la plus grande partie part dans le 72% part dans le salaire parce que tout est fait à la main. Donc notre objectif, c'est de moderniser le processus afin de plus être productif. Au niveau du chiffre d'affaires, l'année passée, nous avons pu faire 15 millions pour un profit net de 6 millions de francs CFA. Alors nous recherchons un financement de 113 millions qui va nous permettre de produire 42 tonnes de fibres d'ananas, 400 mètres carrés de cuir par jour, 800 mètres carrés de tissus chaque semaine et qui va nous donner un chiffre d'affaires d'environ plus de 400 millions pour un profit net de 35%. Ça, c'est un an, hein? Année 1. Oui, ça, c'est année 1. C'est-à-dire bâtir l'industrie et nous commençons, ça c'est, on va dire l'année 1 parce qu'il faudrait que ça va augmenter, la capacité va augmenter lorsque les machines vont atteindre leur vitesse de croisière, lorsque les machines seront rodées. Quand vous dites revenu net, vous voulez dire profit? Oui, profit. Okay. Alors, une fois que nous avons le financement, voici déjà le calendrier. Nous sommes en contact déjà avec les producteurs de machines et tout. Donc déjà le premier mois, nous commençons les acquisitions. Et à côté, c'est une image d'usine que nous voulons bâtir, une image d'usine moderne, adaptée à la transformation qu'ils ont là. Au niveau de Tiegro, nous avons un site déjà prêt à accueillir cette industrie et qui est situé à Toumosi, en bordure de l'autoroute, dans le sens Yamoussoukro-Abidjan. Notre impact sur l'environnement, il est énorme. Je pense que ça n'épargne personne. Notre comportement sur l'environnement nous nuit, ça nous réduit notre durée de vie. Je pense qu'il est important que chacun de nous prenne conscience de l'impact que nous pouvons avoir sur notre environnement immédiat et lointain. Quand je regarde le détail des éléments constitutifs de votre besoin de financement, il ne concerne que les machines. Oui. Or, vous avez une usine à construire. Oui. D'accord? Je n'ai absolument rien sur le coût de construction de cette usine. L'usine, c'est juste un hangar qu'on va... Soit, c'est quoi le coût de la construction? Peut-être que parce que nous, en amont, déjà, on s'est dit que ça allait reposer sur nous, donc c'est pour cela qu'on n'a pas introduit dans la... Oui, mais c'est important de le savoir. Ah, d'accord. C'est votre rapport à vous? Oui. C'est estimé à combien? C'est estimé à 36 millions. D'accord, donc il y a 36 millions d'investissements à faire pour le hangar. Construire le local qui va recevoir. Et le terrain est déjà disponible. Le terrain est disponible. Et ça, c'est votre rapport à vous? Oui. C'est vous qui investissez? Oui. Il faut le mettre. Il faut l'intégrer. Ok. C'est la première chose. Deuxième question. Chaque fois que vous parlez de vos concurrents,
vous affirmez que vous n'avez qu'un concurrent. Potentiel. Enfin, réel. D'accord? Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, votre concurrent, ce n'est pas celui qui fait la même chose que vous, c'est tout le marché du cuir. D'accord? Donc il faut changer de perspective. D'accord? Parce que vous allez entrer en concurrence avec justement tous les producteurs de cuir. D'accord? À partir de peaux d'animaux, okay? Qui sont déjà sur le marché, qui font d'ailleurs très bien. Okay? Et c'est les coûts de revient de vos produits qui vont déterminer votre compétitivité par rapport à ces produits-là. Et ça, j'ai l'impression que vous l'avez complètement éludé. Ouais. Et aussi, en dehors des animaux, tous ceux qui font des peaux synthétiques, il n'y a pas que des peaux de cuir d'ananas, il y a du cuir synthétique qui existe depuis. Bien sûr, puisque naturellement les gens dans les magasins, les boutiques de textiles, on vend énormément de cuir synthétique que vous devez... Bon, après, c'est une question de gamme. Parce que si lui, son objectif, c'est de compétir contre... avec le cuir... c'est ça votre Exactement. Okay. Mais ce n'est pas clairement défini, en fait. Votre positionnement, il faut bien le définir. C'est-à-dire que quand vous allez faire un mapping de la concurrence, mettez en évidence ce que M. Kié vous a dit, les concurrents directs, cuir, etc. Mettez votre positionnement par rapport au marché. Voilà, là on trouve du synthétique, mais nous, voilà où on se trouve. C'est important qu'on sache où vous vous trouvez par rapport aux autres. D'accord ? Amis entrepreneurs, avez-vous entendu ? Sachez vous positionner par rapport au marché. Préserver l'environnement. Mais je note que pour la teinture, comment ça se passe ? Ça vient du bois naturel. C'est du bois que vous coupez ou alors c'est des écorces d'arbres ? Comment ça se passe ? Est-ce que on coupe aussi des arbres pour ça ? Nous ne coupons pas d'arbres. D'abord, à la teinture, d'abord pour que le produit soit consistant, vu que ça vient en fibre. Après, le transformons en sous forme de coton. Pour que ce soit consistant, pour que ça se transforme en bande, il faut faire apport de, je sais pas, mais nous on appelle ça suffisamment de terme les morves d'arbres. Il y a des arbres dans la forêt qui produisent eux-mêmes des morves. Les morves d'arbres. On en apprend toujours beaucoup dans cette émission. Donc c'est naturel, il n'y a pas d'apport chimique. Maintenant, au niveau de la couleur, il y a même des arbres dont on enlève comment on appelle ça, les écorces. D'accord. Et qui se renouvellent chaque mois, chaque 3 mois. D'accord, donc vous n'abattez aucun arbre. Non, je voulais juste me rassurer que vous étiez en accord avec votre... Oui. Parce que sinon, si je vois bien, votre marge, elle est de 42%. Vous avez dit que votre marge était de 42%. Oui, 42%. Pour l'année passée. Et pour les années à venir? Pour les années à venir, on va dire, pour le moment, chaque année, on essaie de prendre notre économie pour acheter une deuxième machine. Chaque fois qu'on a acquis des machines, on a plus de marge. Mais essayez d'être précis quand vous allez faire D'accord. Donner quelque chose de précis et intégrer ce qu'il vous a dit d'intégrer. Non, je vais intégrer. Il faut l'intégrer, c'est important. Surtout qu'on a besoin d'avoir de la visibilité sur les années à venir. À partir du moment où vous avez fait l'investissement, il faut qu'on arrive à bien percevoir l'impact que cela aura sur la performance globale de l'entreprise et notamment sur son profil de rentabilité. D'accord? D'accord. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette présentation. Qu'en avez-vous pensé, cher juré? Vraiment à son début. C'est pas le même niveau de maturité, bien sûr. Et lui, il aura sûrement besoin de plus d'encadrement. Plus d'accompagnement, absolument. Que d'autres. Ouais, il est très bon techniquement parce qu'il a déposé des brevets, donc il est propriétaire de son procédé et des innovations qu'il apporte dans l'industrie. Mais il a besoin d'être mis dans un cadre qui lui permet justement, en se focalisant sur son cœur de métier, de pouvoir justement faire les améliorations nécessaires aussi bien sur le plan marketing, financier, etc. Donc lui, il en aura sûrement besoin un peu plus que les autres. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est la chemise avec les nanas. Ça, j'ai trouvé ça carrément géant, quoi. C'était une belle illustration de son branding, de sa marque, de ce qu'il essaie de représenter. Il se voit bien. Le suivant, c'est lui, Jacob Kwasi, a.k.a. Monsieur Collecte et Tri de déchets. Pour présenter ce plan d'affaires, j'ai essayé de compartimenter ça en 4 grandes parties. Donc une première partie pour faire l'étude sectorielle, parce que notre secteur n'est pas très réglementé.
Une autre partie pour parler de l'entreprise qui porte le projet et puis son organisation, donc ses opérations. Une autre partie pour parler de l'analyse financière, donc pourquoi nous devons être bancables. Et puis une quatrième partie pour voir les risques liés à notre domaine d'activité. C'est Agika qui porte le projet et Agika c'est une société anonyme donc de 10 millions de capital. Sur les affaires financières, nous sommes là pour présenter le projet et nous avons estimé le projet à un coût de 80 510 000. Et nous avons déjà fait des premiers pas. Nous avons déjà une petite unité qui fonctionne avec des dépenses faites autour de cette unité-là qui est autour de 32 500 000. Et nous sollicitons la banque pour nous financer les 48 millions pour faire le coût global de financement nécessaire au fonctionnement du projet. Au niveau de la gestion des déchets, avec notre étude, on s'est rendu compte tout de suite que si on veut aller dans ce domaine d'activité-là, il faut se positionner autrement. Et notre positionnement a nécessité la mise en place de notre stratégie marketing et de communication. On a prévu, par exemple, au niveau du marketing, de faire un positionnement autant social et inclusif qui va valoriser donc, les précollecteurs et puis d'agir sur le prix et la qualité des produits afin que les clients soient satisfaits de notre travail, mais surtout au niveau de la stratégie marketing, de créer une implantation dans les zones qui sont les plus polluées. Donc on va dire ressources humaines qui travaillent dans son environnement direct. Au niveau donc de l'analyse financière, on a essayé de montrer là où nous avons besoin de financement. On a besoin vraiment de financement au niveau de la technique parce que l'approche elle est presque approuvée. On a besoin de financement dans la technique parce qu'on a besoin d'équipements et de technologies, on va dire modernes pour la transformation de nos déchets afin de respecter les normes et les standards internationaux. Donc, avec notre étude, on s'est rendu compte que si on a ces équipements-là, qu'on recrute le personnel nécessaire qui va avec, on va pouvoir produire. Et la commercialisation de nos produits va couvrir les autres charges. Donc, on va avoir un besoin en financement pour les équipements. Et on va dire le fonctionnement va créer la richesse pour couvrir les charges qui sont sur l'administration, la communication et tout ce qui va avec sur le projet. Le chiffre d'affaires mensuel prévisionnel par rapport à ce qu'on a déjà réalisé et si nous sommes financés, le recrutement qu'on va faire, donc les personnes qu'on va ajouter sur les employés, va nous permettre de faire 20 millions de francs CFA le mois, soit 240 millions l'année. Voici, on va dire, présenter notre projet recyclage de la société Agika. Je voulais aussi dire que ce projet-là a une autre dimension parce que dans un environnement pollué, j'imagine quel type d'activité on peut faire. On ne peut pas faire d'agriculture, on ne peut pas faire de numérique, on ne peut pas faire... Vraiment, il n'y a pas de santé, il n'y a rien si le monde est pollué. Et notre objectif, c'est de dépolluer ce monde-là. Mais en dépolluant ce monde-là, il faut pouvoir créer de la richesse pour que derrière, les gens puissent comprendre l'apport qu'on apporte, l'impact qu'on veut démontrer au monde. Je vous remercie. Merci. Je n'ai pas vraiment de questions. Sauf que je voulais comprendre, les 20 millions par mois, c'est votre chiffre d'affaires? Mensuel, oui. D'accord. Et quelle est la marge? Rappelez-moi. La marge est autour de 4,6 millions en fonction de la quantité de produits vendus. Donc elle est à peu près de 20%? Oui, de 20%. Dans le démarrage, en fonction des 50 tonnes de kilos voilà, collectés le mois, on est autour de 20%. C'est pour ça qu'on veut augmenter pour passer pour atteindre les 40 minimum et 60 maximum dans le secteur dans lequel nous sommes. D'accord, ok. Non, moi, je n'ai pas de questions particulières. Je crois que ce qui m'intéresse dans votre projet, au-delà du côté je veux dire, opérationnel, qui lui, je pense, n'appelle pas de commentaires particuliers, c'est toute la partie amont en réalité. Et ce que j'appelle la partie amont, c'est tout ce qui touche à l'organisation et à la structuration, je dirais, de toutes les femmes notamment qui sont chargées du tri, de la collecte et du tri
des produits plastiques. Parce que c'est cette organisation-là qui va permettre en réalité d'assurer un flux continu dans l'approvisionnement de votre unité, parce que c'est la matière première. Et ça, dans l'idée donc de donner de la dignité à ces femmes-là, cette partie-là qui est un peu philanthropique, on va dire, parce que c'est pas vraiment là que vous gagnez de l'argent. Cette partie-là, si vous l'organisez bien... Beaucoup de sages conseils ce soir. J'aime. Beaucoup plus important sur votre projet. Au-delà des aspects environnementaux, c'est vraiment donc un peu de formalisation et de structuration de ces femmes-là, éventuellement même en les salariant. C'est ça qui va rendre le projet beaucoup plus structurant. Donc, et c'est ça qui m'intéresse dans ce projet-là. Donc tenez-en compte si vous le pouvez. En ce qui concerne le dernier pitch, je vais donner le meilleur de moi-même. Je reste positif dans mon état d'esprit et puis je me dis que ce sont les meilleurs projets que les jurés vont choisir. À présent, place au pitch final d'Élite Médicale. Il m'a l'air stressé. Mais pour bien choisir, nous devons savoir qui nous sommes, ce que nous voulons et pourquoi nous voulons le faire. Pour ma part, j'ai décidé d'entreprendre dans le secteur de la santé. J'ai créé Élite Médicale Service avec pour ambition d'être le premier service national d'ambulance privée en Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, nous avons 4 offres de services. L'assistance médicale sur site, l'assistance médicale événementielle, les évacuations sanitaires et le transport médicalisé. Notre stratégie marketing vise à augmenter notre chiffre d'affaires et nos parts de marché par la différenciation et par l'adaptation de nos offres en fonction de la demande. Notre formule, c'est une ambulance disponible, du matériel médical, plus une équipe professionnelle donne des soins de qualité. Notre objectif est d'amener notre cible à solliciter nos services par les réseaux sociaux, par une application mobile, par un site internet et par la distribution de plaquettes commerciales. Enfin, nos cibles, ce sont les particuliers, les entreprises et les prescripteurs. Il faut que lorsqu'un client, entreprise ou un patient arrive chez nous, il trouve un personnel médical attentionné, une ambulance équipée et confortable et un suivi médical après le service. Selon nos projections financières, nous atteignons la barre des 200 millions de chiffre d'affaires dès 2024. Et en 2026, nous dépassons la barre des 350 millions de chiffre d'affaires. Nos objectifs de vente sont bien définis et nous pouvons les atteindre grâce à votre concours financier qui va nous permettre d'améliorer la compétitivité de l'entreprise. En ce qui concerne nos charges d'exploitation, celles-ci croissent en même temps que le chiffre d'affaires. Mais nous arrivons quand même à réaliser un résultat d'exploitation pour nous. Nous arrivons quand même à réaliser un résultat d'exploitation qui nous permet de faire face à nos engagements financiers. Notre équipe est constituée de 24 personnes, réparties en 3 départements. Mais nous mettons un point d'honneur en ce qui concerne le personnel médical. Nous travaillons avec des infirmiers issus de l'Institut national de formation des agents de santé de Côte d'Ivoire et nous travaillons également avec des médecins urgentistes et réanimateurs. Notre objectif est d'avoir un noyau de professionnels pour s'assurer de la qualité des prestations de soins. Nous travaillons avec plusieurs partenaires qui nous permettent d'avoir du matériel médical, de la formation médicale pour le personnel et aussi des cliniques à l'international pour les évacuations sanitaires. Chers membres du jury, la passion y est. Le dessin de l'entreprise est défini et la mission est déjà mise en œuvre. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de 100 millions de francs CFA pour aller au-delà de nos espérances et sauver plus de vies. Sa présentation était rapide, je trouve. Qu'en pensez-vous, chers membres du jury? Avez-vous des questions? C'est le début. Et ce qu'on a eu au début. Ouais. Vraiment, c'est un changement à 180 degrés. On voit qu'il y a eu du travail. Il y a au moins eu un effort d'amélioration, mais surtout de l'appropriation, je dirais, du projet. Et c'est assez éloquent parce que les chiffres sont, en apparence en tout cas, beaucoup plus cohérents
Il y a une vraie transformation en ce qui vous concerne. Ouais. Vous n'êtes pas la même personne qui présentait au début et maintenant plus posée, plus structurée, 10 fois plus professionnelle. Bravo. Merci, madame. Merci. Très bien. On n'aura pas de commentaires autrement que ce qu'on vient de faire. Il faut y aller. Merci, monsieur. C'est donc sans question et avec des encouragements que notre candidat part, laissant Charles et Nabou émerveillés par son évolution. Ah non, il a fait des efforts incroyables. Dans la structuration de son projet. Mais tu as vu sa prestance, il est beaucoup plus posé, plus et après, qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, je pense que même pour lui, ça fera une grosse différence. Parce qu'aujourd'hui, il tient quelque chose, il a un projet plus abouti, qui a déjà beaucoup plus de sens que ce qu'il avait au départ. Au début, là, c'était pas ça. Et c'est important même pour nous de noter que c'est un des premiers qu'on a failli laisser partir. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a perçu le potentiel et il arrive jusque-là, quand même. On ne s'est pas trompé dans le potentiel qu'on a perçu et je suis heureux qu'il soit arrivé à ce stade-là. Non, il a de la volonté et puis de l'engagement. C'est vraiment deux choses que je note et il va y arriver d'une façon ou d'une autre. Je sais que ce projet ira... C'est sapé comme jamais que Kofi aka Mr Fourage vient nous présenter son pitch final. La cravate rouge, ouais. Aujourd'hui, c'est pas amusement. Et le projet a pris de... Non, c'est autre chose. Maintenant, on attend 5 minutes, on n'a pas dit 50. D'accord. Ok. Bonjour, je suis Kofi Apesika Laurent. Je suis CEO de Green Agro Valley, une entreprise qui, depuis 2018, distribuait déjà des systèmes d'irrigation. Mais en 2020, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un de nos meilleurs clients qui m'a appelé et qui m'a dit « Kofi, j'ai tout perdu ». Et là, j'ai dit « Mais comment c'est possible? Votre système d'irrigation qu'on vous a vendu ne marche pas ?» Et il m'a dit « Non, le système marche parfaitement, sauf que l'eau que j'utilise pour arroser a tari. » Et je lui ai dit « Mais cherche à faire donc un forage ?» Il m'a dit « Un forage quoi? Mais ça coûte les yeux de la tête, je ne peux pas me le permettre. » Et je me suis dit « Waouh, il y a un problème. On a quelque chose qui manque à l'offre qu'on a déjà. » Et c'est là qu'on a décidé en fait d'étudier le secteur des forages pour voir si on pouvait développer une offre de forage. Et en faisant cette étude, nos conclusions nous ont choqués. On a découvert d'abord que les prix étaient hors de portée de la plupart du commun des mortels. Et de surcroît, le service était, je vais dire, très mauvais. C'est-à-dire que ce secteur est animé par un ensemble de sociétés qui sont la plupart du temps indiennes, qui sont enregistrées, mais qui fonctionnent un peu comme des sociétés, comment on va dire, informelles en réalité. Donc du coup, il n'y a pas de qualité de service et il y a même des clients qui se sont fait gruger. Alors on s'est dit, il faut qu'on propose une offre simple d'accès, une offre à moins de coûts, une offre avec une qualité de service qui va nous permettre un taux de rétention assez important. Du point de vue prix, avec nos fournisseurs avec qui on travaille depuis déjà 3 ans, qui vendent le matériel également pour le forage, on a réussi à négocier des prix relativement bas, plus bas que le prix du marché, grâce auquel on a pu proposer des prix plus bas que notre concurrence pour pénétrer le marché. Mais notre atout clé, c'est la qualité de service. Nous avons décidé de miser sur un service client qui est assez disponible et ouvert pour écouter nos clients de façon continue, un service après-vente. Et grâce à ce service après-vente-là, on va pouvoir évaluer le niveau de satisfaction de nos clients et évaluer la qualité des ouvrages et récupérer les réclamations de nos clients pour pouvoir les traiter en temps et en heure pour satisfaire nos clients. C'est notre atout clé de différenciation que nous avons décidé de mettre en avant pour battre nos concurrents. En termes d'impact social, l'eau, c'est quelque chose d'assez critique et important pour l'homme particulièrement. Et du coup, investir dans ce domaine, c'est changer littéralement des vies. Donc nous allons permettre aux agriculteurs de dupliquer leur rendement. Nous allons permettre aux villageois qui sont à proximité des ouvrages que nous allons réaliser d'avoir accès à l'eau potable et puis arrêter de souffrir inutilement. Je vous remercie. Certes, vous voulez vous focaliser sur l'activité de forage. Nous n'avons plus entendu parler de l'activité d'irrigation. Est-ce qu'elle est maintenue? Est-ce qu'elle est abandonnée? Est-ce que les deux vont cohabiter? C'est quoi le principe? En fait, les deux fonctionnent comme des business models. Parfait. Et je dis des business models, désolé. Des business units. C'est
séparés. Parfaitement autonomes en fait, parce que c'est deux activités qui se complètent, mais qui sont totalement différentes. Donc au niveau de l'activité d'irrigation, la dernière fois j'en parlais, on a obtenu une subvention. Donc ça continue. Oui, ça continue, de 100 000 $ de la GIZ avec laquelle on est en train de monter la première unité de l'Afrique de l'Ouest. Donc je comprends maintenant la cravate rouge. Voilà, la croissance en fait de la partie irrigation en fait va même doper notre partie forage. Activité de forage en réalité. C'est bon, j'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup. Ok, merci. Après une présentation et une petite séance de questions-réponses, notre homme à la cravate rouge sort et laisse nos membres du jury débriefer. Donc ce qui est à noter, et puis il s'est approprié aussi. Il s'est approprié, ça on le sent, et on le voit bien. Les chiffres aussi sont plus cohérents. Et puis bon, depuis le début, on a été clair sur l'impact du projet. C'est la cravate rouge qui m'a fatigué. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. L'avant-dernier candidat est Monsieur Chichi, a.k.a. Mangue Séché, a.k.a. l'anglophone. Nous sommes presque à la fin de cette aventure. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. C'est quelle façon de présenter ça? Je le fous rire, continue. Toi-même, tu décides que tu es à la fin, quoi. Let's go. Ça me dépasse. Pour les croyants, tout ce qui est naturel, et pour les non-croyants, tout ce que la nature a créé ici est fait par Dieu ou par la nature. Nous avons par exemple l'arbre qui est là. Au niveau de l'arbre, Dieu n'a pas créé la chaise, ce que je voulais dire. Mais nous sommes dans quoi? Dieu n'a pas créé la chaise. La chaise est créée par... Ok, on a perdu Nabou. Je sens que cette présentation sera drôle. On est en progression au niveau mondial en matière de consommation de mangue séchée. Et le produit se porte bien ici en Côte d'Ivoire. Le marché, comme nous l'avons signalé aussi, se porte très bien avec une progression, une croissance importante. On a aussi nos concurrents qui se placent, qui sont au niveau de 3 nos concurrents directs, mais qui ont des différences au niveau de la production parce qu'ils font presque souvent de l'emballage et les prix sont souvent plus élevés que les nôtres. Nous avons aujourd'hui une équipe dynamique qui est à sa place, qui travaille en fonction des compétences et des expériences qu'elles ont acquises au cours des années. On avait au début eu la critique au niveau de notre emballage. On avait pris conscience de ça dès le départ, mais on avait du mal on ne pouvait pas changer ce fait-là. Nous, aujourd'hui, on avait un nouvel emballage qui comporte la version française et la version anglaise en même temps, qui je pense, n'a pas d'erreur. Et ce matin, nous venons d'acquérir le code barre qu'on pourra installer et aussi la date de péremption sur nos produits avec nos différents emballages. Nous avons la conclusion et je tenais à vous dire que nous avons tenu compte de tout ce que vous nous avez dit et intégré ces éléments-là dans notre présentation et comme aujourd'hui, essayer de ne pas parler anglais. Voilà. Can I clap? Bravo. Il n'y a pas eu un seul saut. Si, il l'a dit une fois. J'ai entendu. Il n'était pas très bien inspiré sur la présentation. Il même pas. Il s'est arrêté sur des détails. Il dit c'est la fin de l'aventure. Lui-même, il s'est exclu. Beaucoup de verbiage, j'ai l'impression. Exactement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de verbiage. Les 3/4 du document, c'est de la littérature. Et c'est pas du tout. Tu sens pas la progression comme les autres. Sauf qu'il n'a pas dit saut. Oula, les retours sont mauvais. Dommage. À la base, il y a non, c'est un beau projet aussi. Un beau produit, le projet aussi est pas mal. Non, c'est pas le même niveau. Je suis désolé en termes de présentation. En termes de préparation, en termes d'engagement. On ne sent pas la progression. Voilà, je ne le sens pas. C'était la dernière présentation du jour et c'est le moment de délibérer pour sortir les 4 finalistes. Et puisqu'il faut que nous en retenions 4, oui, les 4 que nous avons retenus sont les suivants. Diakité Alassane,
Nguessan Kofi Jacques. Kwasi Jacob. Et le dernier, Kofi Apesika Laurent. Très bien, donc messieurs, vous êtes les 4 qui sont retenus donc, au stade final de ce processus de sélection. En tout cas, félicitations et bravo pour le travail abattu. Laurent, ferme ton bouton. Merci. Si tu veux porter veste, il faut porter jusqu'au bout. Donc, on a vu vraiment l'évolution, le travail, l'engagement que vous avez mis pour pouvoir présenter un travail de qualité aujourd'hui et vraiment on vous en félicite. Et au-delà de ça, vous avez de très très beaux projets, très professionnels. Et la balle n'est plus uniquement dans notre camp. On a fait, je pense qu'on a choisi malheureusement... À l'issue de ces derniers pitchs, 2 entrepreneurs quittent l'aventure au seuil de la finale. Il s'agit de Elite Médicale et de Chichi. Bravo messieurs pour ce beau parcours. Et en tout cas, continuez. Et je pense que quoi qu'il arrive, vos entreprises sont amenées à grandir de toute façon. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Vous avez des projets qui sont porteurs, des projets qui vont impacter. Et ça fait plaisir de voir que cette émission permet de donner de la visibilité à des entrepreneurs qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas forcément et qui font de très belles choses impactantes et qui ont des... Nous avons donc nos 4 derniers prétendants au trône du Jeune Mansa. Merci à vous et bravo. À ce stade de la compétition, nos membres du jury ont fait leur part. C'est maintenant au tour de la Mansa Bank d'analyser tous les projets et de prendre la décision finale. Je dois dire que les projets étaient tous excellents, en tout cas dans leur mouture définitive. On peut considérer comme définitive puisque nous arrivons à la fin du processus. Départager les 6 derniers projets n'a pas été une chose facile. Il fallait en retenir 4, ce que nous avons fait, mais je dois dire que ce sont de bons projets. C'était assez difficile de choisir parce que cette année, il y a d'excellents projets. Ce qu'on a noté, c'est la progression des candidats du début à la fin. On a vu beaucoup d'engagement, beaucoup de travail. Ils ont réellement intégré les apprentissages qui leur ont été donnés. Et ils ont mis du temps, même dans leur façon de présenter, il y a eu énormément d'évolution. Donc déjà, on les félicite pour ça. Ça va être difficile de donner des indications à la banque parce que les projets sont juste très bons. On a fait ce qu'on pouvait, on a fait ce qu'on devait et on a réellement apprécié. Ce qu'on a apprécié, c'est que l'émission a permis de mettre la lumière sur des entrepreneurs qui ne sont pas toujours visibles. Alors qu'il y a énormément, il y a un vivier d'entrepreneuriat énorme dans le pays. Mais ces entrepreneurs ne se mettent peut-être pas en avant. Et donc, je pense que ça a été surtout ça, le point le plus important pour moi, de montrer qu'il y a une jeunesse entrepreneuriale dynamique, compétente, et puis qui a de la volonté, mais qui a juste besoin d'un accompagnement. Vous avez vu, de l'accompagnement du début à la fin, on voit la différence que quand on leur donne des moyens, on leur donne des outils, eh bien, on a des joyaux qui sortent de terre, on a des diamants qui sont polis. Je suis venu pour la compétition des États-Unis et malheureusement à ce niveau, à ce stade-là, le jury ne m'a pas trouvé motivé. C'est un développement personnel que moi-même je dois peut-être revoir et prendre le temps de faire le bilan aussi. Et par rapport à cet aspect-là, c'est dommage que je n'ai pas pu transmettre ce que j'avais dans le cœur aujourd'hui au niveau avec les membres du jury. Et donc, si c'était à le refaire, je le referais encore par rapport à l'avion et ce n'est pas un problème. Et on est entrepreneur, on est obligé de faire ce sacrifice-là pour pouvoir avancer. Malheureusement, c'est celui qui a le moins... On a moins senti sa dernière présentation, on a moins senti son engagement, on a moins senti sa progression. Il n'était pas présent. Vous savez, la présence, c'est important quand on parle de présence, c'est-à-dire sa présence. Il n'était pas vraiment avec nous. D'ailleurs, donc son pitch était un peu bizarre. Je n'ai pas été retenu par les membres du jury pour continuer l'aventure.
Je me sens... J'ai un pincement au cœur, oui, c'est vrai, j'ai vraiment un pincement au cœur. Et je vais continuer de travailler, je vais aller de l'avant. Franchement, c'est parce qu'il n'a pas du tout démérité, il a fait un super travail. On a vu la progression sur le début. C'était même pas la même personne qui a présenté. La personne qui a présenté au début et la personne qui a présenté après. Il a intégré chaque chose qu'on lui a dit. Et il a vraiment... On sent de la volonté, on sent de l'engagement, on sent du travail. On a un pincement au cœur, mais on s'est dit qu'on a travaillé, on a amélioré beaucoup de choses qu'on n'aurait pas pu améliorer en moins d'un mois. Et donc je pense qu'on repart avec un bilan de satisfaction par rapport à l'ensemble de tout ce qu'on a pu vivre ici. Ce que je retiens de l'aventure Mansa, c'est d'abord une famille. J'ai rencontré d'autres entrepreneurs, j'ai appris beaucoup au travers des formations que les experts de Mansa Bank ont envoyées. J'ai beaucoup appris au thème des formations et avec les membres du jury aussi, il y a eu beaucoup de leçons, beaucoup de coaching en direct pendant qu'on pitchait et ça c'est ce que je retiens. Honnêtement, je suis très content parce que ça a été un parcours assez mouvementé et c'était pas du tout facile parce que après se retrouver dans le top 4, c'est quand même assez exceptionnel. Donc là, je suis très ému en fait de ce qui vient de se passer. C'est clair qu'on reste dans le suspense encore de qui sera le jeu de Mansa, mais honnêtement, je tire un grand plaisir de ce qu'on a pu vivre aujourd'hui particulièrement. À ces personnes, quand j'ai dit que j'ai ramassé les déchets et qu'ils s'en moquaient, je voulais leur dire simplement qu'il n'y a pas de sous-métier. En ramassant les déchets sur les plages, sur les espaces publics, aujourd'hui je suis à Mansa. Et après 600 candidatures, je fais partie du top 4. Donc on peut ramasser les déchets, mais on peut ramasser les déchets de façon professionnelle. On peut améliorer la qualité de vie des gens en ramassant ces déchets-là. Et je pense que c'est ce projet-là que c'est compris ici dans Jeune Mansa. Je ne suis pas outrecuidant, mais je n'ai jamais eu d'esprit de défaite. Je suis conscient, je sais que dans le parcours entrepreneurial, le parcours est lié à l'échec, mais tout ce que je fais avec foi. Et donc je me dis, soit je gagne, soit j'apprends. Donc pour dire j'étais confiant, oui, j'étais conscient, j'étais confiant. Mais je savais que j'aurais forcément des gens devant qui ont de très bons projets aussi. On a appris pas mal de choses. Moi personnellement, je ne pouvais pas faire une présentation PowerPoint. Je n'ai jamais fait de pitch, même pour parler même devant, même faire une réunion avec mes employés avant, j'avais du mal. Mais aujourd'hui, grâce au concours Jeune Mansa, je suis à l'aise même devant vous, devant les caméras, devant les membres du jury. J'arrive à exposer mon projet. Parce qu'un entrepreneur, d'abord, c'est un bâtisseur de rêves. Donc le rêve, il est en nous, il dormait en nous, donc on n'arrivait pas à le faire sortir. Donc aujourd'hui, grâce au concours, on a appris pas mal de choses aujourd'hui et on arrive à faire sortir ce projet qui est en nous là, pour pouvoir bâtir ça. Nous, en tant que jury, nous avons fait notre travail, c'est-à-dire soumettre à la banque des projets qui sont bancables. Il reviendra à celle-ci d'établir ses propres critères, bien sûr en tenant compte de ceux que nous avons nous-mêmes utilisés pour la soumission que nous faisons. Et sur la base donc, de ces analyses internes, ils décideront qui est le vainqueur.